Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paclub. Pour le football club de Lorient, par Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Brielle qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon derrière Majid Waris à Zakcianic qui va retrouver le troisième but des Lorientais, Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, bim bam boum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en 2023, bonne année, meilleurs vœux, on est super content d'être de retour, ça faisait un petit moment entre la Coupe du Monde au Qatar, qu'on a déjà tous oublié, et la reprise du championnat. Nous revoici avec l'équipe format réduit aujourd'hui. Je suis avec Lucas. Salut Lucas, bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux également. Salut les gars. Quel est ton vœu pour le FC Lorient en 2023 ? Un top 8. C'est beau, c'est ambitieux. Raphaël Lecor est également avec nous. Salut Raph. Salut à tout le monde, bonne année 2023. Bonne année Raph. Tes vœux pour le FC Lorient cette année ? Rapidement retrouver du contenu et puis bien finir et rester accroché sur cette première partie de tableau et puis si possible aller chercher soit un parcours en coupe, soit rêver d'Europe, ça pourrait être sympa. Moi je ferais bien un petit vœu ambitieux, c'est un déplacement à l'Espagnol Barcelone ou au Barça l'année prochaine, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Faudrait que le Barça s'effondre un petit peu quand même, mais bon ça ils en sont capables. Ça, c'est clair. Un petit déplacement, voire à Karabag, j'ai aucun problème, on les fait aussi. C'est pas le même déplacement. C'est pas la même ambiance. On y va tout de suite, on attaque dans le vif du sujet, messieurs. Une série de une défaite contre Montpellier. Raph, un match à oublier. Un match à oublier. Alors c'est pas 2-1, c'est 2-0 du coup pour Montpellier parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de mettre deux buts sur ce match, mais globalement à retenir pas un non-match, mais juste un adversaire supérieur, je trouve, sur l'ensemble de la rencontre. On a peu existé, on s'est fait complètement et littéralement bouffer au milieu de terrain, à la fois tactiquement, physiquement, dans les duels, ce qu'on a moins vu face à Angers, où on a ressorti un petit peu la tête de l'eau tout de même. Mais moi, je trouve que Montpellier s'est rendu le match très facile en marquant assez vite, sur coup franc, sur une perte de balle un peu stupide. Derrière, on joue pas un second ballon et on fait une faute aussi à l'entrée de la surface. On sait très bien que Savanier est capable de nous les coller, de les cadrer. C'est chose faite. Et après, un but qui arrive super rapidement derrière aussi, puisqu'on fait une connerie en défense avec une mauvaise lecture entre Madonnet et Kaloulou. Ça fait 2-0 et à ce moment-là, en fait, c'est beaucoup plus facile pour Montpellier de gérer ses efforts et de bien défendre, parce qu'ils ont très bien fait, je trouve. Un milieu de terrain, Leroy, Ferry, Savanier, qui était super bien, qui travaillaient très bien ensemble et qui communiquaient énormément sur le terrain. Franchement, c'était au milieu, j'ai trouvé ça très très costaud et on n'a juste pas du tout existé, je trouve. Donc déception parce que déjà j'étais dans les tribunes parce que j'ai pas vu grand chose du FCL malheureusement, et puis oui, tu vois qu'en fait quand t'as pas je crois que c'est Lebris qui disait ça, on voit que quand on n'est pas à 100% et seulement à 70 ou 80%, la Ligue 1 nous fait comprendre que le niveau il est pas là, il est au-dessus, donc il faut retrouver de meilleurs fondamentaux. On avait laissé Lucas le sel sur une sale série, c'était 5 matchs sans victoire avant la trêve. On espérait retrouver de l'allant au retour. Et en fait, ce début de match contre Montpellier, il est
il est assez compliqué, quoi. C'est mou, il n'y a pas de pressing, et on reverra le même début de match à Angers. On en parlera tout à l'heure. La trêve a servi à rien, à ton avis, Lucas? Alors, je pense que ça se voit pas dans un premier temps, mais si physiquement, enfin justement, déjà, on en parlait un peu avant la trêve, que je rebondis sur ce que disait Raph, c'est que ça demande une telle justesse technique et une telle compréhension des espaces, une justesse, je vais rester sur justesse, que on pouvait être dans la limite. Alors, mais je pense que physiquement, donc avant la trêve, on a un peu pêché, c'est ce qui expliquait nos mauvais résultats. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est aussi retrouver des automatismes. Alors, sur Montpellier, on avait pourtant l'équipe type. Sur Angers, déjà, rien que l'inversion des ailiers entre Ouattara, donc du coup, Ouattara qui était passé à droite, et l'importance qu'on soulignait entre les trios. Donc, par exemple, je vais prendre Le Goff, Lefebvre et Ouattara sur un côté gauche. Donc là, il était démodulé sur ce match. Déjà, tu perds ton circuit de passe et c'est dur, en fait, je pense à l'entraînement de travailler des circuits de passe si derrière ça change pas mal parce qu'il y a les automatismes qui se sont créés et que c'était vraiment bien huilé. Donc, je pense que quand on va pouvoir retrouver donc tout à son poste, peut-être un Ponceau, comme on l'a vu sur son entrée, on va l'évoquer, à un meilleur niveau qui peut retrouver sa place, on va pouvoir petit à petit reposer ses bases. Mais donc voilà, je pense pas que ça a servi à rien et physiquement, vu notre jeu, elle a été cruciale. Raph, ce match de Montpellier, qu'est-ce qui pour toi a pêché? Est-ce que c'est dans les têtes, la crainte de reprendre cette série d'il y a quelques semaines? Est-ce que c'est juste un problème physique? Qu'est-ce qui explique ce match, ce non-match en fait? Parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Je pense que du coup, tactiquement, on l'a pas gagné. Premier point. Je trouve que les joueurs de Montpellier étaient à chaque fois dans l'interligne. Donc, tu avais Leroy qui était constamment entre notre attaque et notre milieu, et constamment Savanier dans le dos d'Abergel entre notre défense et nos milieux. Et donc, ils trouvaient des solutions assez rapides là-dessus. J'ai trouvé un autre point important à signaler qui est très différent de la plupart de nos matchs avant la Coupe du Monde, c'est qu'on a une possession qui est un peu plus équilibrée. Contre Montpellier, on est quasiment à 50-50. À Angers, on a la balle. La moyenne générale de possession avant la Coupe du Monde, elle est plutôt à 42%, 43%. Et donc, en fait, on est souvent beaucoup plus recroquevillé et à jouer en transition. C'est-à-dire que globalement, on laisse la balle à l'adversaire, on les aspire et on fait des jeux de transition qui sont souvent saillants et qui amènent du danger. Aujourd'hui, en fait, on a un bloc équipe qui est plus étalé sur le terrain et du coup a beaucoup d'espace entre les lignes. Et notre formation, vous le connaissez, c'est 4-2-3-1 avec un 10, là c'était Ponceau face à Montpellier. Il s'est fait sortir très rapidement, donc choix fort aussi du coach, il n'y a pas que lui, Diarra également. Mais globalement, on défend en 4-4-2. Et dans ce 4-4-2 trop étiré, on n'a pas cette densité qu'on retrouve dans le schéma de jeu du début de saison, où en fait les lignes sont très courtes, on a un bloc très compact et très bas. Regardez le match de nouveau face à Montpellier, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On essayait de presser très haut, il y avait beaucoup d'espace entre la ligne défensive et Mofi typiquement sur toute la première période, et ça a été le petit lait de Montpellier parce qu'ils ont placé des joueurs entre les lignes. Globalement, ça c'est tactiquement. Deuxième point, je pense que dans les duels, etc., on s'est fait manger. Montpellier était plus, comment dire, il y avait plus de malice, plus d'envie de faire mal et d'être un peu filou. On l'a bien vu sur le carton jaune typiquement de Kaloulou, sur le débordement de Savanier où Kaloulou met à peine le bras sur l'épaule de Savanier, il s'effondre, carton jaune. Voilà, c'est des petites choses comme ça où beaucoup de petites fautes utiles, là où nous on n'a pas fait énormément de fautes utiles. Typiquement, Abergel, il doit faire faute sur Savanier bien avant. D'ailleurs, il essaye de le faire, mais il n'y arrive pas. Savanier ne tombe pas, et il fait 10 mètres de plus, et il a une position beaucoup plus préférentielle pour mettre son coup franc. Et je trouve qu'après, on avait un Lefebvre un petit peu trop haut, qui avait du mal à compenser sur les efforts défensifs, alors que Abergel n'est pas non plus au mieux physiquement, il revient. Je trouve qu'il y a plein de petites choses qui du coup ont amené à un non-match. Et puis après, la physionomie. T'es mené 1-0 avec Savanier qui te plante, et tout de suite le deuxième qui arrive.
Là, franchement, je pense que dans les têtes, c'était très compliqué. Et finalement, Le Brise a bien compris ça, a fait des changements qu'ont franchement, je trouve, rien apporté de très très sympathique. Là, je trouve que c'est... Ouais. Non, merci de me lancer là-dessus. J'avais posé la question, je la pose à Lucas. Tiens, les 2 changements de Le Brise à la 40e, c'est quoi? C'est sanction, Ponceau, Diarra, vous n'avez pas été bon, vous êtes pas dans le match, je vous sors, ou c'est je me suis trompé? Ces changements n'ont pas apporté grand-chose. Et puis on termine le match avec ce qu'on appelle dans le jargon de ceux qui passent le diplôme d'entraîneur, une pellissier. On empile 3 attaquants devant. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un problème de coaching sur ce match-là, Lucas? Alors moi, pour moi, c'est pas un problème de coaching parce que c'est pas des choix des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ponceau, ça fait, je ne vais pas citer le nombre de matchs, mais ça fait un certain nombre de matchs qu'il est à ce poste-là, il connaît très bien. On retrouvait l'équipe type. Mais voilà, quand on parlait qu'on n'avait pas retrouvé le niveau technique, c'est aussi le niveau physique et ça s'est répercuté sur le fait à Bergel. Dans tous les déplacements, tous les pressings, on les retrouvait pas du tout. Ponceau, on l'a peu retrouvé dans ses défauts, je veux dire un peu apathique, un peu un peu de nonchalance entre guillemets, même si c'est pas forcément voulu. Et derrière, il laisse énormément d'espace à couvrir et énormément de champs à Bergel et Le Fait à couvrir alors qu'ils sont pas au top physiquement ou pas au top dans leur football. Donc pour moi, c'est les joueurs qui n'ont pas été au niveau. Diarra, avant la trêve, on avait vu des améliorations, des rentrées un peu plus convaincantes, un ou deux matchs en tant que titulaire qui peuvent servir de référence ou en tout cas pour passer un cap. Et là, il passe complètement à côté avec notamment sa perte de balle sur le premier but, si je me trompe pas. Donc derrière, non, je pense que c'est vraiment les joueurs. Pour ce qui est des 3 attaquants, donc il a répercuté ça aussi face à Angers. Je suis pas forcément fan de cette optique-là. Après, moi, sur Doucouré, par exemple, on pourra évoquer le cas par cas après, mais on voit comme une nette amélioration. Koné, surtout sur le deuxième match, il a réellement apporté avec des duels aériens gagnés. Donc, je pense que c'est quand même réfléchi. C'est pas une empilation d'attaquants dans un même espace comme on pouvait le voir avec Pellissier. Raph, et après on passe au match d'Angers avant d'attaquer le cas par cas. Ouais, le fait d'empiler les attaquants, on l'a plutôt vu sur la fin de match Ouais, bien sûr. d'Angers. De Montpellier. Et d'ailleurs, il dit, il fallait que je testais quelque chose. L'idée, c'était de mettre 6 offensifs pratiquement sur le terrain et les déstabiliser. Et puis, advienne que pourra. Je pense qu'on est plus sur un système un peu classique qui revient sur un 4-4-2 finalement sur Montpellier. Mais moi, je reviendrai sur le fait qu'on n'ait pas été cohérent dans la récupération en bloc équipe, etc. Et Le Fait, par exemple, qui récupère 7 à 8 ballons, par exemple, par match, on n'a récupéré qu'un seul en 64 minutes. Alors que c'est le joueur qui en récupère le plus au club. Donc, c'est ce genre de choses. Et Ponceau, c'est pareil sur son match, même s'il a fait que 35 minutes. Donc, vraiment, on avait des difficultés à garder le ballon et à en faire quelque chose. Et offensivement, je trouve même dans l'expression, à part Ouattara qui était un peu remuant, franchement, on n'était vraiment pas à l'aise. Beaucoup de déchets techniques, énormément de déchets techniques. Hein. Franchement, on a perdu énormément de ballons dans les 30 derniers mètres. On n'était pas capable de mettre de la vitesse. Donc franchement, très, très peu de choses à se mettre sous la dent. Donc sur Angers, c'est un petit peu différent et on va peut-être y venir. Justement, ouais. En résumé, Montpellier, on pourrait presque conclure un match où les joueurs étaient simplement pas prêts. Pas prêts pour reprendre la Ligue 1, pour jouer. Pas prêt. Voilà. C'est peut-être tout simplement ça, en fait. Justement, derrière, pour se remettre dans l'axe, rien de mieux qu'un déplacement à Angers, un stade qui ne nous porte pas spécialement bonheur. Et là, l'objectif, Raph, c'était de commencer bien le match, faire une bonne entame. 10 minutes, 1-0 pour Angers. Ouais, c'est l'entame horrible. Pourtant, on commence pas le match non plus si mal que ça, je trouve. Après, on se fait sanctionner très très vite. Du coup, avec un but de Sima sur un coup de pied arrêté, avec une tête qui du coup qui piège du coup Mannone. Derrière, tu dis piège Mannone, c'est surtout Banque et. Ouais. Oui. Et c'est Matima qui est au marquage, je pense aussi. Ouais, en fait, voilà, il y a
il y a Bonke et Matsima. Alors, je sais pas qui est en strict dessus, j'ai pas forcément regardé, mais c'est les deux qui sont en effet un peu en proximité. Clairement, on conteste pas le ballon. Il est tout seul, il a plus qu'à le fusiller. Enfin, limite, je pense que Mannone n'y est franchement quasiment pour rien. Donc ça, c'est un peu dommageable et en fait, on a vraiment l'impression qu'on se l'est pris sans forcément le disputer. En revanche, pas forcément de révolte, j'ai trouvé. Le ballon, mais possession stérile, des difficultés à mettre du rythme, etc., à faire la différence balle au pied. Un Enzo Lefebvre en position numéro 10, parce que c'était ça aussi la petite nouveauté. On avait un Bonke innocent dans l'entrejeu avec Abergel, donc Bonke plutôt en 6, Abergel en 8, Lefebvre en 10, mais un Lefebvre qui du coup n'était pas du tout exploité, qui touchait très peu le ballon. En première période, je crois qu'il a touché une vingtaine de ballons à peine, ce qui n'est pas du tout dans ses standards. Donc un problème de liant, un Ouattara cette fois-ci un peu moins en verve, et un Kathleen assez transparent dans l'ensemble. Donc Mofi, sur le peu de ballons négociés, ça a été convenable sans être transcendant. Donc ouais, très 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 neutre cette première période. Et franchement, pas la sensation de pouvoir sortir autre chose que ça. Et je pense que c'est ce qui a amené les choix tactiques côté Le Brise, en se disant, bon, de toute façon, mon équipe va pas revenir dans le match. Je vais faire n'importe quoi, je vais faire rentrer ce que je peux et on verra si ça change quelque chose. Donc, et la chance est venue aussi d'un coup de pied arrêté. C'est comme si du coup le destin avait voulu qu'on revienne dans cette partie, puisqu'on marque sur un non-ballon, une non-occasion, puisque du coup. Ouais, mais qui arrive après une forme de révolte tard dans le match, quand il y a il y a la grosse occasion d'Angers, derrière grosse occasion pour nous. Et puis il y a il y a les changements de Régis Le Brise à ce moment-là, le fait redescendre un cran. Oui. Et tout de suite, la dynamique change, quoi. Comme quoi, il l'a expliqué un peu, Le Brise. Ouais. C'est dimanche parce que j'ai Pellissier aujourd'hui. Il l'a expliqué. Enzo, il n'était pas au top de sa forme à ce moment-là, pas en pleine position, enfin, en pleine forme physique, donc il fallait le remonter d'un cran pour être moins sollicité en défense. Et finalement, il faisait pas grand-chose, quoi. Ça a été 60 minutes un peu compliqué pour le fait, Lucas. Ouais, c'est ça. Mais il y a une stat que je m'en suis pas rendu compte pendant le match, mais au final, c'est le milieu qui touche le plus de ballons. Donc je me suis demandé si j'ai pas forcément remarqué, il redescendait quand même pas mal en phase défensive et même en phase de construction dès les 60 premières minutes, ou est-ce que c'est les 30 dernières qui influencent son nombre de ballons? Mais ouais, ça faisait un certain nombre de matchs qui étaient habitués à jouer, on va dire, face au jeu. Là, même face au jeu, là, quand il était plus bas, il était peut-être un peu plus excentré, pas forcément dans sa position préférentielle. Et derrière, on a retrouvé le fait des 2-3 premiers matchs de la saison qui manquaient de justesse. Il y avait parfois quelques gestes qui sortaient du lot, qui créaient un décalage qui n'était pas forcément bien exploité. Mais non, on l'a pas retrouvé, tout comme à Bergel, qui on va pas forcément insister encore techniquement, mais sur ses phases de pressing, il a pas du tout influé, il était en retard. Moi, j'ai retrouvé un peu, je vais pas être définitif, mais le Bergel que je voyais en Ligue 2 quand on disait que ses pressings n'étaient pas forcément efficaces, qu'il les faisait des fois dans le vide. C'était celui qui faisait le plus de pressing en Europe, mais derrière, ça laissait de l'espace. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu le cas, c'était un peu désespéré des fois. Mais je pense que c'est juste aussi, il a manqué quand même 2 mois de compétition, on va dire ça, si on compte la Coupe du Monde. Donc, donc 3, tu me diras. Donc, c'est question aussi de se remettre dans le rythme parce qu'il a forcément un jeu aussi où il nécessite d'être au top physiquement. Donc, je pense que c'est une question de temps. Ouais, par rapport à ça, Lucas, t'as raison. Globalement, il a touché 2/3 des ballons sur la deuxième mi-temps, le fait. Donc, Okay. le premier point, ça a été de faire rentrer Ponceau et de déplacer le fait en 8. Clairement, ça a fait énormément la différence. Et je pense que ça a soulagé aussi Abergel dans son jeu aussi. Quoique Abergel, je pense, est sorti. Ouais, il est sorti à la 75e et Ponceau est rentré à la 61. Ok, donc, et après, déstabilisation avec 2 entrées
Koné et Doucouré 3 minutes avant la réduction, enfin l'égalisation. Du coup, l'idée, et ça il l'avait dit en conf de presse derrière, le Brie, c'était de toute façon, je sentais pas l'équipe revenir. J'ai préféré jouer un coup de poker et déstabiliser la défense angevine qui s'était habituée en fait à nos offensives. Donc là, grosse déstabilisation, mettre beaucoup plus de poids sur la ligne arrière angevine, quitte à prendre des risques. Et on l'a bien vu d'ailleurs, puisqu'on prend une des plus grosses occasions avec 2 dribbles consécutifs sur Ponceau et le fait avec grosse barre derrière de Bentaleb. Donc on voyait qu'on prenait des risques pour derrière être plus percutant devant. Il nous a fallu finalement d'une seule occasion pour marquer, puisque c'est la seule quasiment de la rencontre à la fin du match. C'est pas la seule de la rencontre. Comment il s'appelle leur gardien? Ah non, la seule. Bernardoni, il en fait quelques-unes quand même. Il en sort quelques-unes. C'est la seule à partir du moment où Koné et quasiment et Doucouré sont rentrés. Il y a Koné qui, à la 78e, a un tir bloqué, et Ouattara qui tape de la tête au-dessus. Et t'as une grosse situation avec Doucouré aussi, mais c'est plus une situation qu'une occasion. Okay. Ça amène pas de tir, mais il y a une menace, mais il n'y a pas de tir. Donc après, elle est bien amenée, hein, l'occasion pour le coup. Débordement de Doucouré, ça met dans les pieds côté Koné, et remise de Koné pour le fait. Est-ce que c'est pas un copier-coller de la remise de Doucouré, je crois, ou de Koné dans les pieds de. Est-ce que ce serait pas Kathleen? Je sais plus. Non. Mais je crois qu'on a une occasion un peu comme ça où il y a une remise propre dans les pieds, enroulée. À Boigard peut-être. Koné Boigard. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Boigard. Donc, contre je sais plus qui. Donc ça faisait un peu ça comme occasion, donc propre, parce que, et je crois même que Enzo l'appelle, la demande, donc il est servi et la frappe est limpide et forte, donc un peu de chance quand même. Donc dans le contenu on repassera, mais on casse la dynamique négative et on ressort avec les fameux 3 points de la victoire. Donc aujourd'hui, quel bilan d'une poule allée qui est quasiment terminée sur le contenu? Raph, tu devances le conducteur de la journée. Juste, on va finir sur ce match d'Angers. Tu dis on prend les 3 points, c'est le plus important, on casse la série. Même si pour moi, je trouve ça un peu gros parler d'une mauvaise série. Les 5 matchs, c'était avant les vacances de Noël, avant la Coupe du Monde. Je pense qu'on devait repartir d'une page blanche. Tu peux pas te dire que je suis sur la série des matchs d'avant les vacances. Ça te met avant la trêve, ça te met mentalement. Je trouve que c'est pas hyper positif de parler de ça. Pour moi, tu dois repartir d'une page blanche. La première page, elle était un peu nulle, mais sur la deuxième, tu sauves les meubles et t'es prêt pour les 3 gros morceaux qui arrivent, dont on parlera tout à l'heure. Avant de parler de tout ça, et avant de faire le bilan de cette première partie de saison, on y est presque. Quelques joueurs, je vais vous donner quelques noms sur ces 2 matchs. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous allez voir, je ne les choisis pas au hasard. Forcément, Vito Manon. Vogo s'est blessé. Il en a encore pour quelques mois. Manon, finalement, est-ce qu'il fait le taf, Lucas? Non, parce que moi j'ai un peu l'impression de retrouver un peu la situation de l'année dernière où sur certains matchs on va se dire que par exemple quand on voyait Dreyer en fin de saison, je le compare pas bien évidemment, mais il pouvait nous sortir des matchs où il va sortir une très belle parade, il va faire un arrêt décisif et clairement on va louer ça le podcast suivant, mais sur la durée c'est compliqué. Ça a toujours été un gardien qui a été numéro 2. Je sais pas s'il a vraiment, peut-être en début de carrière, il a été peut-être un numéro 1 dans ses clubs respectifs, mais en tout cas, ça fait un moment, il est arrivé aussi dans ce statut-là. Et aujourd'hui, sur ces matchs qu'il a joués, on ne le voit pas énormément prendre de responsabilités. C'est peut-être aussi un temps d'adaptation au jeu de l'équipe. Mais c'est dur, en fait, j'ai du mal à me projeter sur les 6 prochains mois avec Manonnet dans les buts. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de trouver, lors d'une trêve hivernale, un gardien qui soit opérationnel, qui soit forcément meilleur à l'instant T que Manonnet? Je suis pas sûr. Donc, je suis pas sûr de l'intérêt même. Je vais te dire, Vogo, il revient au mois de mars. Plus un gardien d'expérience. Quand on parlait d'Étienne Green, moi, je suis pas du tout favorable à ça. Pour répondre à ta question, Lucas, la dernière saison complète de Manonnet, c'est en MLS avec Minnesota.
où il avait même, il me semble, une info de Pierrot, c'est lui qui en parlait, qui avait été élu meilleur gardien de MLS ou un truc comme ça, donc il avait fait quand même une saison complète. Le deuxième but, le but d'Angers, il est pour lui. Le deuxième but de Montpellier, il est complètement pour lui. Je sais pas pourquoi il sort pas. C'est peut-être ce manque de responsabilité dont tu parles, Lucas. Ou de communication, je ne sais pas si c'est encore bien établi en fait, parce que derrière, à l'entraînement, je suis pas sûr que. À l'entraînement, il y a un spécifique gardien, il y a forcément des mises en place, mais je veux dire, c'était déjà mis en place avec Mboko depuis un moment. Il doit parler français, comme j'imagine, depuis son passage à Monaco. Mais enfin voilà, il y a peut-être des petits repères à trouver. Mais derrière, faut qu'un gardien il soit aussi une prise de responsabilité, surtout dans une situation comme ça, qu'il y ait communication ou non. Rester sans ses buts, on a l'impression qu'il était complètement figé, quoi. Mais bon, faut un peu plus pour juger, je trouve. Un autre joueur dont on va parler qui s'est malheureusement blessé contre Montpellier, Raph, c'est Julien Laporte. C'est une absence qui peut... On n'a pas encore les infos, mais ça peut être un petit peu longuet si c'est musculaire et si c'est un claquage. Si c'est une contracture, bon, c'est une petite semaine ou 10 jours et c'est reparti. Il a manqué contre Angers. Il a manqué parce que je trouve qu'on a derrière avec Matsima pas été d'une sérénité incroyable. Je trouve que du coup en plus le jeu long a été disproportionné. Matsima a souvent balancé d'ailleurs de temps en temps les ballons devant. Donc, et puis un peu mou, ouais, donc difficile. C'est que c'est son premier match aussi en tant que titulaire. Il doit trouver des automatismes également. Kaloulou a pas non plus fait un match exceptionnel. Donc non, Laporte là, il manque aussi sur le domaine aérien parce qu'il est pas si mauvais aussi là-dessus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement l'absence de Laporte fait ressurgir, ou en tout cas fait briller Talbi par sa sérénité, son calme et son anticipation. Donc on voit vraiment la grosse différence de niveau à l'heure actuelle entre un Talbi et un Matsima, par la confiance, par peut-être le niveau tout simplement, par le côté aussi athlétique de Talbi dans les airs. Donc oui, ça fait chier parce que on a quand même un match à préparer face à Monaco où Matsima ne pourra pas jouer. Donc du coup, ce sera Talbi et je ne sais pas pour l'instant, ce sera le choix du coach, mais non, c'est clairement un manque. Et ça montre aussi qu'on n'avait que 3 défenseurs pour 2 postes, parce que Meïté en soi ne fait pas vraiment partie de la rotation, et on n'a pas un autre défenseur central de métier dans le staff. Donc, Bonke avait joué central en amical, il me semble, cet été. Ouais. Est-ce que c'est pas lui qu'on verra peut-être? Kaloulou peut dépanner. Ouais. Mais moi, j'ai total confiance en Régis Lebris pour nous inventer un truc sympa. Kaloulou, il devait défense être à 3. Non, je rigole. Il y a 2 ans à Lorient en poste défenseur central, il me semble. Donc peut-être Kalolo, du coup. Mais ouais, la défense à 3, je serais pas surpris de la revoir. Un nouvel échec, hein, mais une nouvelle défense à 3. En parlant de Bonke Innocent, qu'est-ce qu'on pense de ses dernières prestations, Raph? Je vois qu'il fait le nom de la tête. Clairement, pour moi, c'est le maillon faible sur ces 2 matchs. Ouais, pas d'apport offensif. C'est compliqué. Aucune progression dans le jeu à la passe. Il fait pas progresser l'équipe verticalement. Je trouve qu'il a été meilleur dans son entrée à Montpellier qu'il n'a été sur tout son temps de jeu à Angers. J'ai trouvé vraiment pas terrible du tout à Angers. Je mettrais la note la plus basse à Innocent sur le match en question. Même si Kathleen a été assez insipide, je trouve que Bonke l'a été tout autant, enfin, en tout cas pas du tout au niveau où on l'attend. Après, il avait une équipe beaucoup plus faible en face. Je pense que tu mets l'équipe de Montpellier avec il se reprend une torgnole fort. Donc non, moi je trouve qu'il a trop de manque sur le jeu que prône le Brise à l'heure actuelle, et dès qu'il est pas sur le terrain, ça va plus vite, quoi. Donc quand on fait un spécifique face à une équipe où on sait qu'il faut du physique, etc., why not? Mais en fait, là, grosso modo, tactiquement, on s'est fait bouffer face à Montpellier, et face à Angers, il fallait aller vite, on avait 60% de possession, donc c'était pas le joueur qui fallait sur le terrain. Donc
Je pense que là, l'usage de Bon Cœur Innocent face à Angers, c'est plus parce qu'il a dû manœuvrer avec l'état de forme d'un Lefebvre, la reprise d'Abergel, et qu'il fallait quand même quelqu'un pour tenir le milieu, et que Ponceau avait raté son match face à Montpellier, donc il n'était pas capable de le refaire jouer. Ouais. Donc, mis bout à bout, tu vois un Bon Cœur Innocent au milieu, alors qu'en fait, en soi, il n'avait pas du tout sa place, je trouve, face à la lanterne rouge du championnat. Il fallait jouer et les taper, quoi. Ouais. Moi, je trouve, enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est pas bon du tout. Il faut se le dire. T'as mentionné Johan Kathleen, t'as dit quoi qui était insipide. Lucas, tu confirmes, tu valides? J'ai pas envie d'être aussi dur parce que quand on sait dans quel contexte il est arrivé, un joueur qui avait 3 matchs dans les jambes en Ligue 2 ou 3 titularisations, mais on va dire que c'est à peu près la même chose. Moi, je pense juste que c'est un choix qui a été fait de la part du club de prendre un joueur, un prospect, un peu du coup en fin de mercato, en joker médical. Mais aujourd'hui, c'est un réel pari et il paye le fait qu'on attend de lui des prestations d'un joueur de Ligue 1, alors qu'il n'a pas encore c'est réel, il n'a pas encore le niveau Ligue 1. Il est juste à son niveau. Il aura peut-être le niveau d'ici 6 mois, 1 an. Mais insipide, moi je pense que juste ça va un peu trop vite pour lui. Il a encore du mal à tout assimiler et il aurait eu besoin d'une saison complète dans les jambes en Ligue 2. Donc moi je pense qu'il est juste à son niveau et que en première partie de saison avec Ouattara, on est tellement habitué à un début de saison qui était assez fou quand même, et ça bonifie notre jeu et ça valorisait énormément les contre-attaques, les remontées de balles. Et aujourd'hui, on voit que sans ça, on a du mal à trouver quelque chose, à trouver des circuits de passe qui règlent ces problèmes. La voix de la sagesse, Lucas. Raph. Ouais, en fait, il y a deux choses dans ce que tu as dit. C'est que le premier point, c'est est-ce qu'on juge individuellement tout le monde par rapport à son niveau ou est-ce qu'on demande juste à une équipe au global d'être au niveau de la Ligue 1? Donc aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, Kathleen n'a pas le niveau Ligue 1, on le voit tous, il a des difficultés à faire la différence sur son côté, il fait encore beaucoup de déchets, il a peut-être pas aussi le bagage physique qui va avec, etc., etc. Mais si tu compares la production offensive d'un Ouattara la saison dernière, il produisait, il gâchait souvent dans le dernier geste, etc. Il faisait pas les bons choix, mais il était déjà un cran au-dessus. C'est-à-dire que tu voyais qu'il était capable de fulgurance, qu'il faisait la différence, mais il fallait qu'il s'ajuste, qu'il se canalise. Et on voit d'ailleurs que c'est grâce à cette énergie et cette canalisation qu'il a pu aussi avoir un début de saison fantastique, à trôner sur le podium de Ligue 1 en passe décisive, à générer des occasions, etc., etc. Voilà, après Kathleen, quand je dis qu'il est insipide, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas encore le niveau suffisant pour rentrer dans les débats. Et c'est pas méchant, c'est juste qu'aujourd'hui, si tu es obligé de le noter et en le mettant sur la même ligne que tout le monde, il est 10e ou 11e sur les 11 titulaires dans la notation. C'est juste ça. Oui. Un mot encore sur quelques joueurs comme ça en vrac. Mofi, toujours pas de but après la trêve. Attention. Théo Lebris qui nous manque, j'ai un peu l'impression, un petit bâton de dynamite comme ça, un dynamiteur sur son côté, et il aurait pu faire du bien, non Montpellier, peut-être pas, vu que c'était l'ensemble de l'équipe qui était complètement à la rue. Mais contre Angers, je pense qu'il aurait fait du bien, non? T'as un Théo Lebris disponible, par exemple, tu te dis peut-être que Kaloulou est en défense centrale et que Lebris prend le couloir droit, enfin arrière droit, comme il l'a fait quand Kaloulou était blessé. Déjà, ça te fait un système en plus. Peut-être que Théo Lebris joue et que Kathleen joue pas face à Angers. Oui, c'est c'est même sûr. Voilà, donc du coup, c'est aujourd'hui, c'est Ouattara à gauche. Oui, d'ailleurs, Ouattara à gauche est souvent plus. Moi, je le préfère à gauche personnellement. Mais Lebris jouerait à gauche. Si tu le mets. Oui, je pense que Lebris jouerait plus Après, à gauche. il est droitier, donc il peut aussi, sur son bon pied, même si on l'a vu en faux pied, il peut être intéressant. Il a déjà joué ailier droit, latéral droit. Il joue partout. Oui, voilà. Moi, je dis, si Manon se blesse, c'est même pas Bartouche dans les buts. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc 3 points de prix en ce début de saison, ce qui nous amène à la 6e place. Avec un petit 6e place, un point d'avance sur Lille.
7e avec 30 points, et déjà 7 points d'avance sur Lyon, qui est au fin fond du trou du puits mental en ce moment. Ça fait quand même un petit coussin agréable sur le reste de la Ligue 1. On rappelle que les 5 premières places sont qualificatives pour la Coupe d'Europe. Alors là, attention, c'est un énorme si le PSG gagne la Ligue des Champions, la 6e place devient qualificative pour la Coupe d'Europe. Je me demande s'il n'y a pas d'autres places qui peuvent en gagnant la Coupe de France, mais là, c'est plus le championnat. Tiens, si le PSG gagne la Coupe de France, est-ce que la 6e place devient qualificative ? Ou c'est le finaliste qui prend la place ? Ça, c'est Pierrot qui est spécialiste de ça. Non, en fait, si le PSG, je crois que gagne la Coupe de France, en fait, la 5e place, elle est directement qualificative, il n'y a plus de barrage. Ok. C'est ça. Bon, tout ça pour dire que est-ce que le FC Lorient doit revoir ses objectifs à la hausse ? Apparemment, selon les infos qui sont sorties aujourd'hui, le vestiaire a revu ses objectifs. On peut imaginer que le maintien est acquis. Il faut être, sans être d'un optimisme débordant, il faut quand même dire qu'on est à 11 points des 42 points et que ça devrait le faire. Faut-il revoir les objectifs ? Oui. Quel objectif pour cette équipe ? Je vous propose, messieurs, de vous donner chacun un des objectifs que vous souhaitez voir atteindre, que vous pensez réaliste. Bref. Top 8, je pense que c'est ce que disait Lucas en intro. Moi, je trouve que c'est un objectif qui est complètement à la portée du groupe à l'heure actuelle. On a un matelas de sécurité. Derrière, ce qu'il faut dire avec un top 8, c'est que tu es beaucoup plus attractif aussi sur la saison d'après. Tu prends aussi des droits télé en plus. Enfin, voilà. Après, top 8, ça fait malheureusement chavirer personne, hein, parce que à un moment donné, tu arrives dans une saison où tu n'as plus grand-chose à jouer aussi. Donc, moi, je pense que du coup, il faudrait essayer de garder, de s'accrocher le plus longtemps possible au wagon tout en haut. Et je pense que l'objectif subsidiaire, même s'il risque d'être prioritaire en fonction de notre progression dans la compétition, ça peut être la Coupe de France. Ça va dépendre. Lucas, pour toi, l'objectif ? Je me répète aussi, c'est top 8, j'ai pas envie de dire top 6 parce que déjà, donc, comme on l'a dit, on va l'évoquer, les 3 prochains matchs vont être très très compliqués. Et puis je vois par exemple un Lille très costaud, qui a manqué énormément de réussite en début de saison, qui en manque encore, qui vendange pas mal. Mais c'est une équipe qui est pour moi bien au-dessus. Donc après, et derrière Lille, donc tu as Lyon qui n'est pas encore abouti et qui sera peut-être pas abouti jusqu'à la fin de saison, et derrière tu as Clermont. Donc je pense que voilà, le top 8 il est atteignable. Donc je reste sur un top 8. Tu peux faire 7. Tu peux faire 7 si tu te bats bien. Si tu es très bon, tu peux garder la 6. La 6e, je pense. Aller chercher la 5e, va falloir produire autre chose que ce qu'on a vu dernièrement, quoi. Moi, j'allais enchaîner là-dessus en disant objectif à court terme, déjà, c'est retrouver notre niveau de jeu avant la fameuse série des 5 matchs. Voilà. Après, on pourra discuter. Et par contre, un objectif que tu peux te mettre ambitieux, c'est être 6e. Pourquoi ? Parce que si c'est qualificatif pour la Coupe d'Europe, c'est bien et tout. Mais c'est pas ça. C'est faire le meilleur classement de l'histoire du club en Ligue 1. Ouais. Je trouve ça très challengeant, très motivant comme objectif. Mais voilà, c'est beau. Mais c'est beau. Et après, si t'es pas qualifié en Coupe d'Europe, c'est pour ça que tu disais 8e, t'es attractif. Si t'es pas qualifié en Coupe d'Europe, tu retiens personne. Hein. Un Terem Moffi va partir, un Enzo Lefebvre va partir. Si t'es européen, tu as peut-être une chance, en étant qualifié pour la Conference League, là, t'as peut-être une chance de pouvoir en retenir un des 2, 3, 4 qui sont amenés à partir en fin de saison. Tu peux avoir la caillasse tu sais qu'il y a la caillasse qui va rentrer un petit peu plus, donc du coup, prolongation peut-être plus facile, etc. Voilà, etc., etc. Donc pour moi, un objectif à court terme, c'est déjà retrouver la confiance dans le jeu et le niveau de jeu. En début de saison, tu voyais cette équipe, tu dis, putain, ils sont invincibles, quoi. En tout cas, pour nos objectifs, on va être très vite fixé, à mon humble avis, puisque les prochains matchs, c'est pas compliqué, c'est Monaco à la maison, Marseille et Rennes. C'est-à-dire 3e, 4e et 5e, dans le désordre, je vous les donne. Monaco 5e, Marseille 3e, Rennes 4e. En fonction de cette série, on va savoir ce qu'on fera en fin de saison, non, Raph ? C'est clair, ça va donner le tempo. Tu perds face à des concurrents directs. Si tu prends pas ne serait-ce que 3 ou 4 points sur les 9, tu sais que c'est mort. Tu fais 2 points sur 9, c'est finito. Je pense que là, l'ambition, ça pourrait être à minima 4,
5, ce serait déjà très très bien. Si on fait 6 sur 9, ce serait incroyable. Mais ouais, c'est sûr. Je pense que du coup, il y a ces 3 éléments-là, ces 3 matchs-là qui sont clés. Plus du coup la fin de mercato qui se dessinera. Donc du coup, on aura tous les éléments sur la table pour juger de la vraie trajectoire du FCL. On aura fini la poule aller. Et peut-être qu'on aura presque consolidé aussi notre maintien quasi officiellement, parce que si on s'approche des 35 à ce moment-là, mathématiquement, c'est pas encore fait, mais là, c'est 90% de chances de le faire. On a une moyenne de points de 1,82 par match. Je vous apprends pas les maths de base, mais globalement, tu fais x5, ça y est, tu es dans 5 matchs. Dans 5-6 matchs, on sera quasiment maintenu. On l'est déjà. Il faut être réaliste, on l'est déjà. C'est déjà maintenant. Non, mais après, en fait, le vrai sujet pour moi, le vrai sujet aujourd'hui, c'est est-ce que, en sachant ça, ça va changer notre manière soit de jouer ou d'appréhender la compétition, ou du coup de mettre plus d'énergie sur la coupe. Enfin, en fait, c'est quoi ton projet aujourd'hui? Tu prépares la saison d'après, tu développes tes jeunes, Non, les mecs, si les mecs se sont vraiment réunis ces jours-ci pour se mettre des nouveaux objectifs, c'est justement parce qu'ils savent que le maintien c'est plié. Ouais. Pardon. Okay. T'as vu ce qu'il y a au fond? T'as Brest, ça va pas revenir. T'as vu qu'ils ont embauché là cette semaine, Brest? Non, ben oui, c'est clair. Voilà, ça va pas revenir. Enfin, ça peut se sauver, hein, mais ça va pas revenir sur nous. Auxerre, ça peut encore se sauver. Strasbourg, Angers, c'est fini. Strasbourg, je les vois pas. Angers, c'est fini. Strasbourg, je les vois pas trop revenir. Bref, t'as encore Ajaccio, t'as encore Nantes au-dessus. Ça revient pas sur nous tout ça. Le maintien, c'est bien pour ça qu'ils revoient les objectifs. Parce que si mathématiquement, maintien, les mecs, c'est roue libre. Ils ont bien raison. Ce serait roue libre jusqu'à fin de saison. Là, il y a quelque chose à aller jouer quand même. Non, mais là, de toute façon, t'as quoi? Il te reste 19 matchs. Tu dois faire 10 points, quoi. Donc, tu les feras. C'est ça, ouais. Du coup, cette série de 3 matchs, Lucas, si on n'en gagne pas un là sur les 3, on dit au revoir à l'Europe et on fait un top 10 ventre mou. Ouais, clairement, parce que après, tout dépend ce qu'il y a derrière, encore une fois. Mais si aujourd'hui on prend pas 3 points sur 9 et que Lille, enfin, je vois pas Lille ne pas gagner, ne serait-ce que un de ces 3 derniers matchs ou 3 prochains matchs ou même 2. Non, aujourd'hui c'est compliqué, et aussi même dans l'affirmation, dans la tête des joueurs, tu perds 3 matchs face à on va pas dire des concurrents directs parce qu'ils sont bien au-dessus, en tout cas des candidats pour l'Europe, donc potentiellement des équipes auxquelles on devrait être proche. Derrière, je sais pas si tu t'écroules, mais en tout cas, tu perds une confiance dans ton jeu, tu perds une confiance même au niveau du coaching, un message qui va peut-être passer un peu moins bien, ou en tout cas, enfin, pas des objectifs qui vont changer. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais en tout cas, voilà. Donc, je pense que très belle analyse, Lucas. Compliqué, là. Non. On va enchaîner là-dessus, c'est pas grave, t'inquiète pas. Tiens, allez, ce que je vous propose, c'est un petit prono sur cette série de 3 matchs là. Donc, je rappelle, on reçoit Monaco, on va à Marseille, on reçoit Rennes. Vas-y, Raph, je veux le nombre de points et si on gagne un match contre qui, quoi. 4 points. C'est plutôt positif, je trouve. 4 points, je pense que là, on a le plus de capacité, c'est face à Monaco, parce que je trouve que c'est l'équipe peut-être la plus prenable. Ils vont gagner à Brest ce week-end 1-0. Ouais, non, mais c'est de plus en plus costaud, mais c'est pas aussi fort que Marseille et Rennes, voilà, tout simplement. Ouais. Tu le vois sur la production offensive, sur la production défensive, ils prennent beaucoup plus de buts que Rennes et Marseille. Il y a matière à faire quelque chose face à eux à domicile. Après, je nous vois peut-être essayer il faudrait qu'on joue comme on jouait avant face à Rennes, vraiment de manière très défensive et propre, du coup, pour aller récupérer un point à domicile. Mais franchement, j'ai du mal à nous voir récupérer des points face à Marseille. Donc je dirais 4 points avec victoire Monaco, défaite Marseille, nul Rennes. Et toi, Lucas? Moi, je vois que 3 points. Je vois aussi Monaco qui est assez prenable. Monaco qui fait des prestations un peu limite, ils sont très efficaces, et c'est possiblement du coup une équipe qui va remonter très haut, qui va remonter très haut. Mais sur des matchs couperés comme ça, je pense que on peut le faire.
Après, Rennes, rien que vu leur match d'hier, ça va être très très compliqué. Ils sont Ils ont très perdu durs à jouer. Martin Terrier. Ils ont perdu Martin Terrier, attention. Ouais, mais quand on voit le match enfin, on va pas rentrer dans le débat de Rennes, mais voilà, quand on voit le match de Bourigeaud, en tout cas, voilà, ils ont des solutions qu'on n'a pas forcément. Et Marseille, même avec le niveau physique qu'on a, ou en tout cas le manque de justesse défensif qu'on montre, si on monte pas d'un cran, là, Toulouse a pris 7-1 ce week-end. On va pas prendre 7-1, bien évidemment, mais en tout cas, on n'arrivera pas dans ce duel physique, dans ce duel tactique, à répondre. Donc, combien de points? 3 points. 3 points. J'ai bien envie de tenter 5 points, moi. Ouh. Non, on va rester à 4. On va rester à 4. Non. 5 points. 5 points. Ok. 5 points. Victoire contre Monaco et nul Rennes et Marseille. Solide. Donc 36 points. Ça veut dire on retrouve notre niveau, attention. 36 points avec 20 matchs. Très, Non, mais très c'est solide. bon, le maintien est plié. Raph, arrête de parler de maintien, c'est fini. Non, là, je parle plus de maintien, mais du coup, tu es à 36 points. Au bout de 20 matchs, tu te repositionnes. Tu as été 5e, quoi. Ouais. Globalement, tu reviens, Ouais, tu ouais, repasses 5e. tu passes Monaco, quoi. Ouais. Ça se trouve, on fera 0 et du coup, on en reparlera. On fera le bilan de ces petits pronostics, on les marque, on les garde dans un coin de notre tête, on en reparlera dans 3 matchs. Avant tout ça, dès le 8 janvier, ça nous amène à quand le 8 janvier, ça? Excusez-moi, c'est dimanche? Oui. C'est dimanche, déplacement en Vendée pour la Coupe de France, 32e de finale. 15h30. Châtaigneraie. Lorient-la Châtaigneraie, coup d'envoi à 15h30. Ça se joue à Fontenay-le-Comte, aux Herbiers, c'est ça, aux Herbiers? Non, La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon. Allez. J'avais une chance sur 3, hein, donc voilà. Quels sont nos objectifs en Coupe de France? On rappelle qu'on est déjà en 32e, c'est beau. Lucas, qu'est-ce qu'on fait de cette coupe? On fait tourner, on fait mobiliser le reste de la rotation, ou alors équipe type et Pour moi, sur les on premiers essaye matchs, de retrouver de la confiance. pour moi, sur les premiers matchs, comme tous les ans et comme beaucoup d'équipes, on fait tourner. Par exemple, on parlait de la défense centrale tout à l'heure. Rien que pour tester un Bamo Meïté, donc c'est pas forcément l'opposition qui va correspondre à une équipe de Ligue 1, bien évidemment, mais rien que pour voir son niveau technique et voir son lien avec les autres, déjà ça va pouvoir être intéressant et pouvoir peut-être aussi le lancer, lui donner de la confiance s'il est amené à jouer. Après, sur le reste du turnover, tu fais jouer des joueurs comme Boigard, par exemple. Tu fais jouer. Au final, on n'a pas une profondeur de banc qui est très forte. Rien qu'au niveau des ailiers, si tu fais jouer Kathleen ou Diarra, c'est des joueurs qui ont au final l'habitude de jouer parce que ce poste n'est pas vraiment fixe. Au numéro 9, pour moi, Mofi doit souffler. Et voilà, ça se répercute à chaque poste. Mais et du coup pour ce qui est du parcours, en fait moi j'ai du mal à fixer un objectif quart huitième. Ça dépend toujours de l'adversaire qu'on va affronter. Mais clairement, faut la jouer à fond, bien évidemment. C'est l'année ou jamais où on n'aura pas de pression normalement pour le maintien. Donc faut se lâcher et faut être sûr de nos capacités, quoi. Raph. Ouais, moi je serais peut-être un petit peu plus radical. Je pense que je suis totalement d'accord avec Lucas sur le fait de faire jouer Meïté s'il est amené à jouer face à Monaco. Ou en tout cas à tester le système défensif en partie ou sur toute la rencontre pour préparer Monaco. Tu peux faire souffler aussi Talbi, c'est-à-dire faire du Matsima Meïté. C'est peut-être risqué, mais en même temps, c'est peut-être ça sera Talbi Meïté du coup face à Monaco s'il décide de mettre Meïté en défense centrale. Boigard, je suis d'accord, je pense qu'on risque de le voir jouer, mais après, il y a Aouchiche aussi. Il y a du Aouchiche, il y a du Yonghua, il y a du Adrian Grbić, enfin, typiquement, Grbić, on est dans le mois du mercato. Qu'est-ce que t'en fais? Il joue plus du tout. Il a fait 25 minutes depuis le début de la saison. Est-ce que tu le ferais pas jouer? Mais en même temps, Doucouré, il a aussi besoin de temps de jeu. Mkoné également. Donc, ouais, bon, je pense que Mofi, limite, il est même pas sur la feuille presque. Je sais pas, mais. Puisqu'en plus, il faut rappeler qu'on enchaîne 3 matchs en une grosse semaine, puisque du coup. On a un enchaînement qui est le 8, donc dimanche, la Châtaigneraie, le 11, la réception de Monaco, et le 14, déplacement à Marseille.
Donc, je pense que là, il va prendre le risque de faire un gros turnover. Et on risque de voir jouer des joueurs qui ont quasiment même pas joué cette saison. Donc, peut-être équipe type? Ah oui, Oui. ok, tu veux qu'on fasse notre équipe type. Je pensais que tu disais qu'il allait mettre l'équipe type. Du coup, ça Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est sa conclusion en contradiction Non, totale la avec ses conclusion, propos? c'est plus qu'il n'y aura pas d'équipe type. Il y aura, je vous propose de trouver le 11 pour dimanche. Bon, on peut y aller, hein. Gardien. Déjà, ça va être compliqué. Tu fais jouer Manon pour lui donner la confiance. Manone, vous nous excusez, hein, nos amis italiens. Ouais. Tu fais jouer Manon pour prendre la confiance ou tu donnes un peu de temps de jeu à Bartouche? Bartouche. Moi, je pense Bartouche, il a joué face à Oui. Osasuna. Osasuna, club ennemi maintenant. À Oui, cause je sais. d'eux, j'ai pas pu aller voir le match. D'accord? Osasuna, club ennemi. Ok. Notre défense, tu mets qui? Darlene pour faire souffler Vincent Goff, forcément. Ouais, à gauche. Ça Meite. dépend du système. Meite, et puis tu mets Matsima pour le chauffer quand même un petit peu. Ouais. Mais attention, je pense qu'il jouera pas toute la rencontre, histoire de le préserver pour Monaco qui arrive. Bah non, il peut pas jouer, je suis con. Donc il fera tout le match. Donc, parce que Matsima ne pourra pas jouer contre Monaco. Ah oui, il est prêté par Monaco, du coup, Voilà, il c'est y a ça. forcément Ouais. une clause là-dedans. Donc, À droite, non, le problème, c'est qu'à droite, t'as qui pour mettre à la Ah, place tu de vas Gédéon? tu vas voir Silva, hein. Je l'avais oublié, Igor Silva. Bah, dis donc. Ah ouais, tu vas voir Silva parce que je pense que Ah oui, Kalou, tu le fais souffler pour Monaco et Marseille. si tu mets C'est pas sûr. Silva là contre la Châtaigneraie en 32e de coupe, il y a un truc, quoi. Alors, Au-delà après, c'est du au fait qu'il est pas milieu. bon. Bon, au Ouais. milieu, ça va être une invention. C'est impossible. En vrai, c'est impossible à deviner. Ça va être une invention. Bah, Alors, soit après, il tu faut même décides. garder une base qui Moi, je existe pense déjà. que. On va pas faire tourner 10 joueurs ou même Bah, 9 si. joueurs sur 11. Ouais, moi, je mets Moi, Abergel pour prendre du rythme. ouais, c'est ça. Et même c'est un Boigard peut-être à manque de côté. respect, en fait. Et c'est Et- vraiment les matchs où les équipes sortent quand tu respectes pas l'adversaire et que tu crois que tu peux faire tourner tout le monde. Donc, je pense qu'il va quand même garder 4-5 joueurs, même si ça paraît énorme. Mais pour garder une base et garder des 4-5, non. éléments Non, un sur, par sur ligne. Non. lesquels. Un par Non, mais ligne. tu joues Monaco. Tu joues Monaco mercredi, du coup. Ouais, 3 jours après. Enfin. Donc, non, en fait, je pense qu'il va faire d'abord son équipe pour Monaco. Moi, je ferais comme ça, en tout cas. Désolé, je suis pas entraîneur, hein, mais je ferai d'abord mon équipe pour Monaco. Et en fonction des titulaires que je veux avoir pour Monaco, je décide de mon plan de charge, on va dire, de temps de jeu sur la Coupe de France. C'est-à-dire, est-ce que tu fais jouer Bonke Innocent face à Monaco ou pas? Si tu le fais pas jouer titulaire face à Monaco, il est titulaire d'entrée en Coupe de France. Et du coup, derrière, tu mets Aouchiche plus Boigard. Tu joues en 4-3-3 avec à l'aile, tu mets Kathleen parce qu'il a besoin de jouer. Et tu fais jouer à droite Diarra. Et puis voilà, ok. Et en 9, vous mettez qui? Alors, En Mofi, 9, non. tu me connais. Tu me connais. Ouais, ouais. Et le Koné qui est quand modulo, même c'est pas peut-être. brillant, hein, dernièrement. Après, oui, bon, il est On pas en a pas brillant. parlé, mais mais bon. c'est pas extraordinaire, Lamine. Ibrahima Koné. Je suis désolé, hein, moi je suis encore sur le reste du réveillon là. Et après, peut-être que Doucouré peut peut-être piquer une place à l'aile parce qu'on a vu qu'il le faisait rentrer Ouais. là. Mais voilà, bon, Ouais. c'est plus. Moi, je vois plus un truc comme ça. Bon, Adrien, il aura peut-être des minutes, mais il sera pas. Il est blessé, Adrien. je le vois. Ah oui, il est blessé? Ah, je savais pas. Ok. Sauf erreur. Adrien, il me semble qu'il était blessé pour Angers, hein. J'ai vu ça aussi. Donc, Bah, ce qui sera remis, j'en il sais était rien. il était pas dans le groupe déjà face à Montpellier. Il était peut-être pour blessure aussi, peut-être. Je vais te dire ça tout de suite. Je contacte Adrien. Le fan club d'Adrien, pardon. Donc ça, c'est le numéro de Pierrot. C'est-à-dire Pierrot. Et il n'était pas blessé, il était pas dans le groupe. Voilà. Ouais, donc je pense qu'il sera dans le groupe et qu'il fera quelques minutes. Bon, on verra. Pronostic pour ce match-là? Victoire pour tout le monde? Normalement, il faut mettre 3-0, hein, sinon c'est pas. Ouais, Enfin, attention, ça- comme dit Lucas, attention, hein, ça reste quand même la Coupe de France. Voilà. R1. R1, Ouais. oui, mais on en a vu. Et voilà, faut respecter et ça ira. Mais Voilà. On en a vu des convenus comme ça en 32e. Objectif en Coupe de France, vous avez dit aller au bout, la jouer à fond. Je suis assez d'accord avec vous. ouais, pas avoir de regrets quoi. Même si ça Mais va est-ce être, que ce serait pas avec l'équipe qu'on a, avec la philosophie qu'on a, bien défendre, jeu de transition, etc., un peu olé olé, est-ce que ce serait pas notre plus grosse chance aujourd'hui
pour être européen, plus que le championnat, au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure. En sachant que, en gros, Paris, c'est dead. Ensuite, du coup, Lens, ils sont chauds comme la braise. Ils ont chicoté les Parisiens. Marseille, je pense qu'en vrai, ils vont clinch la deuxième ou troisième place. Après Rennes, des très gros fondamentaux. Peut-être Monaco et Lille risquent de nous repasser devant. Donc finalement, je pense que notre meilleur, en fonction du tirage évidemment, et Lucas le disait tout à l'heure, jouer à fond le truc et on ne sait jamais. Bon, et ben on verra ça dimanche 15h, je crois, le coup d'envoi. 15h30, ouais. 15h30, 32e de finale. La Châtaigneraie, Lorient est probablement une équipe remaniée. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions de nos auditeurs qui ont été extrêmement nombreuses ces jours-ci. Raph, tu veux prendre celle d'Instagram par exemple ou celle de Twitter? Je vais prendre Twitter si ça te dérange pas. Eh ben, ok, il faut juste que je réouvre mon Instagram. Tiens, j'en profite juste pendant ce temps-là pour vous toucher un petit mot sur le maillot collector du FC Lorient. Un petit mot là-dessus, vous l'avez trouvé sympa, un peu... Ouais, Vous franchement. l'avez acheté peut-être? Non, réussi, je trouve. C'est dommage que le flocage passe pas à la réglementation de la LFP parce qu'on est passé un peu pour des... Ah ouais, c'est dommage, ça gâche le truc, quoi. Ouais. Ça gâche le truc. D'un côté, ça aurait pu être prévu, de l'autre, qu'est-ce que... Enfin, Mais ouais, en fait, la plupart du temps, en fait, tu supporter, encore une fois. Ouais. Non, c'est dommage, ça laisse un goût de... C'est triste, quoi. Plus le il y a eu la petite polémique de... Il y en a pas assez, le serveur a sauté, machin. Bon, après, c'est aussi le jeu, non? Maillot collector, comme ça. Alors, ils ont réédité des pièces. Bah là, c'est en précommande. Tant qu'il y a de demande, en fait, ils vont en faire sur mesure, là, sur le... En fait, là, c'est de la précommande, et ils vont les produire en fonction du nombre de demandes. Donc là, tout le monde en aura, enfin, ceux qui l'ont commandé. Mais du coup, ça se plaint parce que c'est plus collector. Et qu'est-ce que vous voulez faire, du business, votre maillot? Enfin, je comprends pas trop le problème. Parce que c'est collector, tu vas l'acheter. Tu vois, c'est... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que surtout, c'est bien, on peut acheter sur le foot business toute la semaine, mais pour en acheter et les revendre. Alors. Ouais, c'est ça. On est tous, on est beaucoup à supporter le FC Lorient, à critiquer le foot business, et quand on peut quand on peut se faire des ronds sur un maillot, on le fait. Tu vois, c'est un peu. Je trouve ça bien. Non, mais oui. Moi, je trouve ça plutôt positif qu'ils le rééditent et tous ceux qui veulent en avoir peuvent en avoir. Puis voilà. De toute façon, ils vont pas en vendre 2 millions. Hein. Donc. Non, c'est clair. Donc voilà, j'ai retrouvé mes questions. Raph, je te propose que je commence avec la première. C'est Nico Guégan sur Instagram. On parlait des gardiens. Il y a une rumeur qui circulait. Étienne Green, gardien de Saint-Etienne, et il demande pourquoi prendre Étienne Green alors que nous avons Teddy Bartouche. Je dirais même pourquoi prendre Étienne Green tout court en fait. Tout court. On refait quand même la story. Il y a quand même Dreyer qui est parti à Saint-Etienne pour concurrencer Étienne Green. Étienne Green revient à Lorient. Enfin, moi déjà de base, il y a un truc qui va pas. Enfin, et puis, en fait, il est quoi, numéro 1, numéro 1 et demi, 2. Non, donc c'est-à-dire que tu manques de respect à Manonnet. Sans parler de respect et tout ça, mais qu'est-ce que tu vas ramener un gardien, un quatrième gardien dans le groupe? Non, pour moi, c'est pas l'intérêt de ramener un gardien là. Tu continues comme ça, et puis t'attends que Vogo revienne, et puis c'est tout. À un moment donné, ça va, quoi. Si tu as des questions comme ça intéressantes sous les yeux, tu prends, bien sûr. Là, on va sortir la calculatrice rapidement. Je trouve la question assez intéressante. À quelle journée pensez-vous que l'on va atteindre le maintien? Question de Gwen. Pour moi, c'est fait. Mais je pense que Gwen veut savoir mathématiquement. Voilà, c'est... Il nous manque quoi? On a 6 journées, dans 6 journées, je pense, à peu près. 31 points. Combien à combien tu te maintiens là cette année? 6-7. Dans 6 à 7 journées, ça sera bon. Ouais, ce que j'aurais dit pareil. Enfin, le maintien, ça va jouer à combien de points cette année-là? 40? 41? Ouais, 40 et... Ouais, 41. Ils sont 41, t'as Angers qui baisse le truc. Ouais, voilà, c'est ça, mais... Ouais, et puis comme t'as 4 décembre, ça peut peut-être jouer un peu plus haut, mais... Ouais, mais... Ah, l'an dernier, l'an dernier, c'est nous. C'était nous. Voilà, on n'avait pas 40 points. Ouais, allez, 5-6 matchs, allez. Pardon. Question par rapport au... Ouais, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, sur Instagram, Tom Mulgulf, qui nous demande une recrue cet hiver. Si oui, laquelle? C'est vrai qu'on n'a pas parlé du mercato. Mais non. Qui a commencé le 1er janvier.
parce que le Non. mercato, je sais pas ce que tu veux dire, Raph, mais le mercato, on vivra en tout cas la clôture ensemble le 31 janvier dans le Ferry Time. Je sais plus combien, on doit être au moins au 5e Ferry Time ou 6e, je sais plus. En direct sur Twitch, on vous attend nombreux. On va essayer de faire mieux que la dernière fois, ça va être compliqué quand même, c'était assez légendaire. En tout cas, on essaiera d'être plus que tous les deux, parce que c'est pas qu'on n'avait pas passé un bon moment, mais on se sentait un peu seul quand même. C'est ça. À présenter, vous étiez bien sûr très nombreux à nous regarder. Bref, une recrue cet hiver, si oui, laquelle je dirais même à quel poste est-ce qu'il faudrait recruter là tout de suite. On a parlé de manque de profondeur de banc. Où est-ce que vous allez chercher un joueur là cet hiver s'il y a un coup à faire? Milieu de terrain pour moi. Et à l'aile. Moi, il y aura les deux, mais en tout cas milieu de terrain parce qu'on a vu qu'on a parlé que Bonke n'était pas au niveau. Et aujourd'hui, si on a un blessé sur une longue période à ce poste-là, t'as Bogar qui a pas du tout la confiance du coach et qui passe à côté de, on va être gentil la moitié de ses matchs. T'as Aouchi, c'est encore dire de. Pardon, excuse-moi, c'est le tacle sur Bogar, je l'ai pas vu arriver en fait. Non, mais faut être honnête, en tout cas, à l'instant T. Okay. Aouchiche, on sait pas trop encore, je suis pas très optimiste, même s'il y a, il y a du mieux, on va dire ça. C'est 5 touches de balle à chaque fois qu'il a le ballon, c'est pénible. Oui, donc c'est ça. Donc, pour moi, c'est pas un joueur que j'apprécie grandement, mais bon, voilà. On a quand même on l'a quand même dans l'effectif. Donc, pour moi, à ce poste un peu plus reculé, en tout cas, on n'a pas le joueur qu'il faut. Bellon, je pensais peut-être qu'il jouerait un peu plus sous le brise. Ce n'est pas le cas. Peut-être dimanche. Peut-être dimanche en coupe. Peut-être. J'espère vraiment. Mais il y a quand même du monde devant. Hein. Ouais, mais bon. Moi, si je vois Ouchiche, à un moment donné, tu es obligé de le faire. Si une recrue au milieu, ça me paraît pas indispensable, mais ça me paraît assez fortement conseillé. Puis je pense que ce sera aussi des coups possibles à faire pour renforcer l'effectif. Il y aura aussi des départs, forcément. Inversement, petite question du coup de Illuminatus qui est complètement dans cette lignée. Faut-il faire un tri dès ce mercato d'hiver sur des joueurs qui ne rentrent pas dans le plan du coach, dans les plans du coach, pardon. Type Silva, Grbić, etc. Moi, je pense que Grbić va aller au bout de son contrat. Parce qu'à 100 000 par mois, où est-ce qu'il va aller jouer maintenant? Non, mais s'il est un peu intelligent, il tient sa carrière, il baisse son salaire et il part. Au moment, s'il fait ça et qu'il fait 1 an et demi sans jouer, derrière, il a plus de carrière, sa carrière est terminée, alors que là, il y a encore des espoirs quand même sur Grbić. Il va faire une Joachim Noah, il va espérer le buy-out de Lorient, sauf que ça va pas arriver. Et voilà, il va aller au bout. Et donc, Lucas évoquait le milieu de terrain et on a une piste qui a été évoquée dans les différents médias, qui est Morgan Sanson. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour moi, il est inatteignable. Financièrement, il a un salaire. Il est où, lui, son salaire en Angleterre est exorbitant. Je sais plus. Comment? Mais là, je te prends la jurisprudence Adrian. Tu disais il y a quelques instants que ce serait intelligent qu'il baisse son salaire pour retrouver du temps de jeu. Je pense qu'il fera c'est quoi le salaire à Aston Villa? Il a baissé son salaire et venir bosser au SMIC à Lorient, quoi. Pour moi, il doit être à 200, un peu plus de 200 même. Je crois que j'avais vu. Bref. Mais en tout cas, il n'est pas dans la situation aussi catastrophique que je pense qu'Adrian. Je crois pas trop à cette piste, mais en tout cas sur le joueur, on peut difficilement être con intrinsèquement sur sa qualité. Il y a Allo Mato qui demande: est-ce que Terem Moffi va nous quitter cet hiver? Je vous mets un scénario. On est le 31 janvier. Il est 23h. Et Lolo a sur la table une offre de transfert pour le milieu de tableau anglais pour Terem Moffi. De 28 millions. De 28 millions d'euros. Allez, 22 millions d'euros. Vous vendez ou pas? 22 plus. Ça dépend. On a lâché Adrien avant ou pas? Je pense que tu peux vendre Koné. Tu peux vendre Doucouré. Tu peux vendre Moffi. Grbić jouera. Ouais, je pense que c'est terminé. Pas sûr. Ouais. Donc la question, c'est est-ce que Terem Moffi peut nous quitter maintenant, et voire même Enzo le fait. Enzo le fait qui? Alors attention, c'est une info qu'on vous donne. Ah oui, d'ailleurs, on avait une info transfert, on n'a pas parlé. Mais dis donc.
j'espère que vous nous écoutez encore en cette fin de podcast. Enzo Lefebvre finit la saison au FC Lorient. Ça, c'est une info qu'on peut vous donner. Terem Moffi. Oui, pour moi, il peut totalement partir. C'est tout ce qu'a dit Régis Lebris en fin de match face à Angers aussi. Il a pas du tout fermé la porte parce qu'il connaît aussi le marché. Aujourd'hui, c'est une offre supérieure à 20 millions d'euros. C'est clairement difficilement refusable. Je pense que Moffi Il faut aller trouver un autre serait numéro pas 9. forcément partant pour partir. Il serait pas forcément enclin à partir plutôt. Mais au niveau du board, Luc Ferry, pour moi, ça se refuse. C'est irrefusable. Mais il faudrait le faire très vite, quoi. Faudrait le vendre vite pour trouver des solutions, parce que là, Non, mais tu on a trouves bien pas un vu neuf efficace en hiver. C'est. Non, je sais, mais Si t'as la manne financière pour. Ouais, mais tu prends les mecs qui sont en forme, ils vont rester dans leur club, quoi. Ou alors tu vas chercher encore un Barry, tu vois, un mec de bas de tableau, un mec de Ligue 2. Je sais pas. Ouais, mais si t'as 25 millions sur la table. Ouais. Bon, voilà. Ouais. La grève des ultras contre Montpellier, on en pense quoi? Je suis plutôt contre. C'est Léo RZC sur Insta. On rappelle que les ultras avaient observé 30 minutes avaient fait 30 minutes de grève à cause de l'horaire du match du 1er janvier. Non, du 27 décembre, pardon. Du 27 décembre. Ouais, c'est en disant que, oui, les gens travaillent, sauf que le stade était plein aussi à la fois. Donc... Mais par contre, on a entendu qu'ils n'étaient pas là. Ouais, parce que clairement. j'étais dans les tribunes et je peux te dire que c'était un silence de cathédrale pendant 27 Ah ouais, minutes. après ça... Non, mais beaucoup vraiment, de stades, t'as pas les ultras, t'as pas d'ambiance. Non, mais et encore plus à Lorient. Mais oui. Autant je comprends, si l'idée c'est de dénoncer la volonté de la Ligue d'imposer cette... En fait, je sais pas, moi j'ai bien aimé ces matchs pendant les vacances, en vrai. Et finalement, les stades étaient pleins, tu vois, malgré l'horaire. Ouais, parce qu'on est sur une bonne dynamique. Mais partout, même partout en Ligue 1, les stades étaient à peu près pleins. Regarde Angers, il y avait personne. Mais Angers, il y a personne, ils ont 8 points, il y a jamais personne. Tu peux jouer le samedi soir à 21h en prime time, ce sera vide. C'est plus sur la culture ultra que je pense je sais pas, faudrait demander, je parle pas en leur personne, mais je veux dire, je pense que c'est plus sur la période, le fait que les ultras se déplacent forcément à chaque match et que pendant les périodes de fête, c'est beaucoup plus compliqué pour eux et ils ont un peu peur qu'il y ait un Boxing Day qui s'instaure comme en Angleterre et que tous les jours en Angleterre sont... de ce point de vue-là, ça se comprend. De ce point de vue-là, ça se comprend. D'autres questions, il y en avait pas mal, Raph. Je te laisse continuer à... Il y avait un sujet sur la compétitivité du coup de Vito Mannone. Est-ce que, question de Ulrich Lepé, est-ce que selon nous, il va réellement... Ulrich. J'ai dit quoi? Ulrich. Ah pardon, excusez-moi. Bien coup de pas. Oui, donc en gros, est-ce que il pourra réellement est-ce qu'on peut réellement compter sur Vito Mannone jusqu'à la fin de saison? C'est pas la fin de saison déjà, c'est encore un mois ou deux. Je sais pas. Oui. C'est quasiment jusqu'à la fin de la saison. Ah non, c'était mois de mars normalement qu'il revenait. Ouais, ça, on verra quoi. C'est quand même. Ouais. Pour moi, oui. On en a parlé déjà. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher un autre gardien maintenant. Non, mais après, là, c'était pas forcément de trouver un autre gardien, mais c'est juste, est-ce qu'il va nous permettre de garder un niveau de compétitivité, nous permettant de pas non plus se faire trouver... il rapporte 3 points ce week-end, déjà, cette semaine. Il en coûte peut-être quelques-uns contre Montpellier. Il nous permet pas de revenir dans le match. Mais Angers, il nous ramène 3 points, parce que tu prends ce but-là, ça fait 2-1, c'est fini. 2-1 ou 2-0, je sais même plus, donc c'est fini. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle d'Adil à Ouchiche, j'imagine, on a déjà répondu. Matsima, on en a parlé. Bon, on a fait le tour. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ok. Très bien. Un mot de la fin, Raph, Lucas? Hâte à ce mois de janvier qui va être révélateur, comme on l'a dit. Ouais. Et puis, avec vraiment des grosses affiches. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, cette série de 3 matchs, on a vraiment hâte de la voir. Moi, je suis assez optimiste, en fait. On en reparle dans 3 matchs. Mais je suis assez optimiste et ça va vraiment nous dire ce qu'on va pouvoir avoir comme ambition pour le reste de la saison. Et ça, c'est plutôt sympa d'être fixé très rapidement, je trouve. Raph, tu veux conclure?
Bah, clairement, on va avoir un pack 3 étoiles, du coup. Enfin, même si c'est pas que à domicile, puisqu'on va vraiment jouer la crème de la crème de Ligue 1, Monaco, Marseille et Rennes. On aura une session de rattrapage en février, puisque ça sera Reims, Angers, Nantes, Ajaccio, Auxerre. Donc, il faudra peut-être aussi prendre des points sur ce mois de février. Mais ouais, ça sera. Moi, j'attends surtout du contenu, finalement, sur janvier. Enfin, revoir le Lorient du début de saison. Peut-être un Lorient plus défensif, mais plus tranchant sur contre et sur transition. Et je pense que ce sera totalement le genre d'adversité qui nous permettra de revoir ce genre de choses. Parce que je trouve que je pense que Le Bris essaye de sortir un petit peu des recettes qu'on construit un petit peu nos victoires de début de saison. C'est-à-dire jouer bas, défendre proprement, être très compact et ressortir. Il essaie d'avoir maintenant plus d'attaques placées, etc., plus la gestion du ballon, etc. Mais on a encore du mal à avoir l'ensemble de ce registre pour être compétitif. Donc, moi, je serais pas contre de revoir aussi un Lorient un petit peu plus compact, qui joue plus défensif, mais qui joue mieux les coups, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on retombe dans les travers d'avant, de prendre des buts de casquette, de ne pas savoir gérer un match, etc. Donc, un peu, on retentera, je pense, des choses comme ça en février, peut-être. Avant de se quitter, il y a un sujet dont on n'a pas parlé. Excusez-nous, hein, nous on enregistre et post-réveillon, on est un peu perdu. On va se remettre dans le bain très rapidement. Excusez-nous, c'est un peu confus aujourd'hui. On n'a pas parlé de la rumeur de rachat partiel du FC Lorient, 30% par le propriétaire de Bournemouth, je crois. Alors, on n'a pas grand-chose comme info. On sait qu'en interne, ça a été démenti par Loïc Ferry. Donc, info à prendre avec des pincettes évidemment, mais ça a été démenti par Loïc Ferry en interne. On en pense quoi d'un rachat partiel? On le sait, il nous l'a dit dans notre interview avec lui en début de saison, que ouvrir le capital pour évidemment l'augmenter, ça l'intéresse. Bref. Bah, clairement, il avait répondu à ta question avec beaucoup de transparence en disant que c'était une option qui La était question était complètement... brillante, il faut le dire. Oui, clairement. Bravo à toi d'ailleurs. Et du coup, non, franchement, il avait répondu sans détour au fait de se dire que bah, c'était une option aussi pour grandir, continuer à construire le club, mais qui ne se verrait pas lâcher le FC Lorient avant 2026, soit au centenaire du club. Donc en fait, ouais, voir un acteur supplémentaire pour avoir une assise financière et peut-être une puissance plus forte, c'était... Faut voir après quel mariage ça sera. Moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est peut-être, Lucas, je vais dire ce que tu as. Je vois que tu lèves la main. Non, vas-y. Je pense qu'on va dire la même chose. C'est que si tu es racheté par un mec qui possède déjà un club en Angleterre, Ouais, un c'est ça club en Belgique, un club en. J'en sais rien. Tu deviens un peu dans une galaxie de clubs ou un réseau un peu machin. Tu vends tes joueurs en priorité à ces gars-là, donc forcément les tarots ils sont pas extraordinaires. Tu récupères les mecs en difficulté. Enfin, je sais pas. Parce que, par ouais, exemple, t'es dans un tu club, prends t'es dans un mode, ouais, t'es dans un catalogue en fait, c'est-à-dire, C'est ça. t'es un sous-club, quoi, t'es un club satellite. 3 qui appartiennent au Citigroup, là. Qu'est-ce que ça leur apporte vraiment? Ah non, Alors, c'est horrible. Hein. ça leur apporte sur le côté installation, sur les mecs qui viennent intervenir au club, les machins, les entraîneurs. Il y avait un reportage qui Je était crois passé qu'ils ont là-dessus. récupéré 3 joueurs de City. Et il y en a 2 qui ont été exécrables. Il y en a dont un qui c'était un ancien prospect qui joue plus du tout. Enfin, même. Pour l'instant, ce serait donc 30%, ce serait pas les parts principales. Mais si, quand il parlait de 2026, Ferry, si le mec vient prendre 30%, c'est peut-être pour avoir le club aussi en priorité dans quelques années. Et enfin, moi, je préférais qu'on reste indépendant, même si on est en difficulté et peut-être qu'on est amené à descendre dans les C'est prochaines sûr. années, que de se faire racheter, peut-être rester en Ligue 1, mais perdre Ton ce qu'est le identité, en club. fait. Ouais, je suis Ouais. assez d'accord. Mais d'un autre côté, j'ai une relative confiance dans la direction pour prendre la meilleure décision possible, pas uniquement, enfin, dans l'intérêt du club aussi, je pense. Je sais pas, peut-être que je suis naïf. En tout cas, on ne manquera pas de vous tenir informé de ces avancées, puis d'en discuter le cas échéant. En tout cas, pour l'instant, c'est un peu retombé comme un soufflet, cette histoire. Top expression pour finir le podcast. Ben voilà ce qu'on pouvait dire pour ce premier podcast de l'année 2023.
Merci à tous. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous lâchez évidemment votre plus beau like, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche. Si vous nous écoutez sur n'importe quelle autre plateforme de podcast, on met les petites étoiles, on valide, enfin bref, tout ça pour qu'on soit super référencé. Comme ça, on aura des sponsors. Et si on a des sponsors, on peut vous faire gagner le maillot collector qui n'est plus vraiment collector. Peut-être, qui sait. Bientôt. Voilà. Plus rien à ajouter. Merci à tous de nous suivre, toujours aussi nombreux. Pardon. Bonne année 2023 à vous encore une fois et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.